Je suis très heureux d'accueillir Juan Pablo Lucelli et parler avec lui de son presque nouveau livre, je pense, L'introduction à l'objet A de Lacan. Et on parle sur l'objet A et sur d'autres questions qui le livre aborde. Et je veux commencer avec juste la question de l'objet A et le rapport entre objet A de Lacan et objet du désir. Les objets empiriques qu'on désire, qu'on trouve partout. Okay. I hope my French is okay for you. Hein? C'est intéressant parce que, si tu veux, d'une part, il y a l'objet du désir qui est par définition chez Lacan, et pas seulement chez Lacan, l'objet du désir de l'autre. Autrement dit, le désir comme étant essentiellement aliéné. Donc, si tu veux, la matrice essentielle du vivant, de l'être parlant, c'est d'entrer dans le monde symbolique, dans une dépendance radicale d'après autrui. Ça veut dire que ça peut s'étendre à d'autres questions, que ce soit la marchandise, que ce soit le corps désirant, l'érotisme. C'est pas pour rien que Freud parle de choix d'objets, c'est-à-dire des conditions de choix d'objets érotiques. Et au fond, la question peut se résumer à quoi? À la chose suivante: il n'y a pas un rapport direct à l'objet. Tu n'as pas un rapport direct à l'objet. C'est médié par tout ce que tu veux, quoi. Le désir marqué par l'autre, par la société, par tout ce que tu veux. L'ordre symbolique, oui. Exactement. Oui. Qui encadre ce désir-là. Oui. Alors que, voilà ce que je veux dire. L'objet A, quant à lui, serait à la fois le support de cette immersion du sujet dans le désir, mais aussi, selon Lacan, le reste exclu de cette opération. Bon, ce que je viens de dire là, n'importe quel idiot lacanien peut le dire, n'est-ce pas? Et voilà, bon, bravo, merci beaucoup. N'importe quel petit soldat lacanien sait dire ça, et lui-même ne sait pas trop ce que ça veut dire en réalité, mais il le dit. Moi, dans mon livre, je prétends, je procède en tout cas, pas une explication pratique, claire et distincte, comme dirait Descartes, de ce que cela signifie. Et pour m'amuser, et pour amuser les lecteurs aussi, je pris comme exemple un schéma des sciences cognitives, c'est-à-dire l'opposé, normalement, de la psychanalyse, dans ce qu'ils appellent, notamment Baron Cohen, l'attention conjointe. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est l'idée que, tout lacanienne, que le bébé, le nourrisson, le nouveau-né, newborn, ne peut avoir un accès au monde symbolique, au langage, aux autres, que par le désir et plus particulièrement par le regard de l'autre. Ouais. C'est pour cela, tu vois que je mets le pied dans les plats. Hein. Ça veut dire, c'est une expression, ça veut dire directement, j'aborde le sujet directement. Pas la peine de perdre du temps. Objet de désir, c'est ça. Objet A, eh bien, c'est ce qui ressort de ce schéma. Dans ce schéma-là, il y a une triangulation. D'une part, il y a le regard de l'adulte ou de l'autre. D'autre part, le sujet avec sa vision. Et d'autre part, ce qu'il met comme étant un carré. Ce carré qui est comme une fenêtre, si tu veux. C'est la fenêtre qui donne au monde, justement. Alors, évidemment, le bébé n'a pas un accès direct à ce monde-là. Il n'a l'accès que par le biais de ce regard de l'autre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Lacan lui-même a pu se référer à cet instant-là à plusieurs reprises où je suis guidé par l'autre, mais que je oublie cet autre-là. Oui, le bébé pense qu'il a accès au monde directement. Bien sûr, il ne dit pas qu'il y a un autre, donc lui regarde, il le fait automatiquement.
Et voilà donc, je rentre directement sur le sujet, cette espèce je cite Lacan, page 70 des écrits, c'est un peu compliqué, mais c'est pour que vous compreniez. Ce qui se manipule dans les triomphes de l'assomption de l'image du corps au miroir, c'est le stade du miroir. Hein. C'est cet objet le plus évanouissant à n'y apparaître comme marge. 2 points. L'échange de regards manifeste à ce que l'enfant se retourne vers celui de quelque façon l'assiste. Ça veut dire que d'emblée, Lacan met cet objet qui est évanescent, qui apparaît entre les deux et qui détermine mon accès au monde. On voit bien qu'on peut appeler cette évanescence-là l'objet A comme tel qui est support d'un accès au désir et en même temps, c'est un reste au sens où le bébé, si tu veux, le refoule, le réprime. Il dit pas « Ah, il y a lui qui regarde », il le fait directement. Et donc, cette évanescence, à peine perceptible, invisible comme telle, voilà d'où sort l'idée d'objet A. C'est pour ça que mon idée, c'est de dire que, bien sûr, on peut dire que d'emblée, depuis les années 30, les complexes familiaux, il y avait chez Lacan l'idée d'un objet A. Pourquoi pas? Mais je pense que chez lui, c'est même pas une déduction logique, comme on dit parfois, c'est carrément quelque chose qui prend appui dans la clinique, à savoir qu'il y a quelque chose de ce regard de l'autre qui est essentiel pour qu'elle puisse voir le monde. C'est pour cela que par la suite, je vais t'expliquer un petit peu comment j'entends le schéma optique de Lacan et comment il se superpose pratiquement point par point à ce que dit Baron Cohen là, et que nous laisse comprendre comment l'objet A se déduit de l'objet regard d'emblée. Séminaire sur l'angoisse. Oui, c'est très important. Mais, et donc, pour toi, le stade du miroir, en fait, inclut, dans un certain sens, l'objet A. Oui, c'est ça. Oui, mais le problème, c'est que Lacan ne s'est pas rendu compte. Oui. Autrement dit, voilà ce que, voilà, on nous fait encore, je cite Lacan, c'est un peu compliqué, mais il dit, car l'autre où les discours se placent, toujours l'attend à la triangulation, comme Baron Cohen, et qui consacre cette distance ne l'est pas tant qu'il ne s'étale jusque dans la relation spéculaire en son plus pur moment, dans le geste par quoi l'enfant au miroir se retourne vers l'autre. Alors, ça, c'est année 1960. C'est le remarque sur le rapport Daniel Lagache. Alors, la question que je pose très simple, si c'est les plus purs moments du stade de miroir, pourquoi il n'a pas parlé dans les années 30? Oui. Ou 49. C'est-à-dire que c'était inclus, mais il n'a pas compris lui-même. Il n'a pas compris, oui. Et pour toi, en fait, c'est donc l'objet A est en fait le regard de l'autre. C'est le regard de l'autre, mais ce n'est pas l'œil de l'autre. Oui, c'est parce que c'est le désir qui est derrière le regard. Oui, c'est le désir qui si tu veux, dirige la vision du bébé. Exactement. Si tu veux, on peut, si après tu peux montrer le deuxième schéma, c'est le schéma optique, où tu sais très bien qu'il y a un pot avec des fleurs, c'est le corps de l'enfant ou de la personne, peu importe. Il y a le sujet, il y a un œil derrière. Oui. On peut dire que c'est l'œil du sujet, pourquoi pas. Moi, je fais le pari de trafiquer un peu le schéma de Lacan et dire qu'il y a triangulation à nouveau. C'est le schéma de Daniel Lagache, sur le rapport de Daniel Lagache. Ça veut dire qu'il y a le sujet, il y a le regard de l'autre qui cautionne ce regard-là, et c'est comme cela que le sujet peut apprendre son propre corps comme étant lui. C'est de là que le self est très peu self, parce qu'il dépend beaucoup de cette caution de l'autre, si tu veux. Oui, je comprends. Quel est le statut de l'autre dans cette situation? C'est symbolique? Excellent.
Excellent. Et Lacan dit à un moment donné, je ne me souviens pas où, il dit que cet autre-là soit le père ou peu importe, c'est anecdotique. C'est-à-dire, ce qui est fondamental, c'est l'incidence essentielle du symbolique chez les vivants qui fait que il est dans son dépendance et en même temps dépendance et émancipation, je dirais. C'est grâce à ça qu'il peut se ancrer dans les désirs, quoi. Et c'est pour ça qu'au fond, il oublie que ça vient de l'autre. C'est les deux faces de l'aliénation, oui, c'est exactement. Dépendance et émancipation à la fois. Oui, et ça mène vers ma deuxième question. Pour toi, le mot manque figure important dans ton livre et ma question est pour toi, d'où vient manque et je remarque que tu utilises le mot, tu n'utilises pas le mot sujet, mais non. Être parlant. Non. Est-ce qu'il y a pour toi une différence entre les deux et est-ce qu'il y a une relation avec manque ou non? C'est génial la question parce que je le fais exprès. Pratiquement, je ne dis jamais sujet. Jamais être parlant. C'est la philosophie ou quoi? Non, c'est que je n'ai marre, je suis fatigué de répéter le jargon lacanien. Et donc, parfois, au lieu de dire sujet, je dis le vivant. On est des vivants. On est des vivants. Donc, l'être, bon, je dis être humain quelque part. Pourquoi pas? Après tout, parce qu'il ne faut pas dire être humain. Mais oui, ouais, pourquoi pas? Bon, et donc, effectivement, la question du manque est essentielle parce que l'idée, c'est de dire que toute cette histoire-là de l'incident de l'autre génère, produit un manque chez le sujet pour la simple raison qu'il y a une dépendance envers le symbolique. À partir du moment où je n'ai pas un accès direct à l'objet et au monde, ça crée un manque par définition. De là, l'autre question qu'on peut évoquer, que tu m'avais parlé, c'est la question entre manque et excès. Oui, excès, oui. Excès. Parce que, bien sûr, on peut dire beaucoup de choses, on peut parler de la toxicomanie, j'en sais rien, quoi. Enfin, tout ce que tu veux, quoi. Mais je veux dire par là que, quelque part, l'idée, c'est de dire qu'à partir du moment où le sujet, manque de quelque chose, pas manque de quelque chose, et manquant par définition, parce qu'il est aliéné, etc., etc., de ce fait-là, toute satisfaction va être excessive et manquante en même temps. Je trouve génial l'idée de Lacan quand il dit que l'acte, c'est un français, quoi. Donc, l'acte sexuel, c'est l'acte manqué par définition, parce qu'on commence à nouveau. Mais il y a un autre encore, entre tout, qui est encore plus génial, quoi. Je dis, comment est-ce qu'il a les culots de dire ça, hein? Séminaire 4, il dit, quand le bébé, il boit la lait, quoi, oui. Et il s'endort pas parce qu'il est satisfait, il s'endort parce que c'est tellement fatigué d'attendre l'objet qu'elle est comme c'est un attendant Godot, quoi. Donc, il s'arrive jamais, et bon, et enfin, il y a les hommes aussi qui s'endorment après l'acte sexuel, n'est-ce pas? Oui, peut-on dire que ce rapport entre manque et excès, est-ce que c'est exactement comme le rapport entre ce que tu viens de dire, l'insatisfaction, le manque de satisfaction, et le plus que zéro que tu en parles, le pulsion qui est là dans l'être parlant, ça c'est l'excès, mais le pulsion, il n'y a pas de satisfaction directe avec la pulsion. Bien entendu, mais bien sûr. Et donc, c'est l'idée de Freud, quoi, très freudienne, de dire que le désir est indestructible. Même si la satisfaction ne sera jamais zéro. Il y a toujours la notion d'un bord, edge, n'est-ce pas, chez le sujet, qui fait qu'il est toujours désirant. Et donc, c'est là où il y aura toujours une sorte de manque ou d'excès. Ça dépend comment est-ce qu'on le voit, au sens où rien n'est suffisant, quoi. Oui.
J'aime ça tellement. Et je voudrais aborder maintenant la question de la chose. Et tu parles un petit peu, je pense, mais dans tes autres livres, je sais que tu en parles. Oui. Pour toi, et je sais que pour beaucoup de théoriciens psychanalytiques, beaucoup de lacaniens, cette question est difficile. Il y a beaucoup d'avis sur cette question, mais pour toi, quelle est la relation entre la chose et l'objet A? Parce que pour moi, c'est intéressant que dans le séminaire 7, il invente le dusting, oui. Et c'est juste après, dans le transfert, qu'il pas objet A, mais agoma qui devient, dans le séminaire 9 et 10, objet A. Donc, pour toi, qu'est-ce que tu vois comme rapport entre les deux, les deux concepts, pour dire le mot? Oui. C'est-à-dire que si mes souvenirs sont bons, dans le séminaire 7 sur l'éthique, Lacan parle de Das Ding qu'il emprunte à Heidegger, évidemment, mais c'est pour dire, et à Kant aussi, évidemment, mais c'est pour dire que il y a quelque chose qui est de l'ordre de noumen. Oui, le kantien. Oui. Exactement. Et qui ne dépend pas justement de l'expérience. Ouais. Et c'est indépendant de l'expérience, c'est la phrase de Kant, n'est-ce pas? Or, il me semble que si on considère l'objet A comme lié étroitement à la question du ratage de l'instant, l'acte manqué par définition, le bébé, etc., et il y a quelque chose qui dépend de l'expérience. Ce n'est pas quelque chose qui, a priori, fonctionne là et qui ne sera ensuite corroboré. Donc, il faut quelque chose de l'ordre de l'expérience qui rend présente ce ratage, qui rend présente tout simplement la contingence comme telle. De là qu'on ne peut pas dire que tout est déterminé chez les sujets. Évidemment que beaucoup est déterminé chez les sujets. Mais justement, les lacaniens, Lacan, s'intéressent à quoi? Là où justement, chez le sujet, il y a quelque chose qui ressemble à un choix et qui n'est pas justement sa détermination. Il est déterminé par les parents, tout ce que tu veux. Mais bon, ok. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui est différent. Ben, voilà, c'est ça qui est intéressant. Où il peut s'émanciper. Oui. On revient à la gauche lacanienne. Donc, de cela. Donc, il me semble que peut-être la différence, c'est ça. Et je me demande, en pensant à ces questions-là, peut-être s'il faudrait explorer la question Merleau-Ponty. Peut-être que Merleau-Ponty apporte des choses qui étaient amis quand même de Lacan, quoi. C'est important pour lui. Donc, j'étais avec la femme de Lévi-Strauss. Il y a un livre qui va sortir avec un entretien qu'on a fait, et elle nous rappelait combien c'était important Merleau-Ponty pour Lacan, quoi. Essentiel, comme personne et comme préférence, quoi. Oui. Mais donc, c'est pour théoriser la liberté, la possibilité de l'émancipation, qu'il a abandonné Das Ding. Oui, parce que Das Ding, finalement, moi je le mets toujours mis dans ce rapport-là, et je l'ai mis en rapport avec à la trace mnésique de Freud, quoi. Ouais. Comme on dit en anglais, la trace mnésique de, je sais pas. Et c'est l'esquisse, quoi, les projets. Oui, le projet. Exactement. Donc, or, ça parle beaucoup de ce qui est déterminé d'emblée, alors qu'encore une fois, il me semble que ce qui est clé dans la notion d'objet A, c'est la notion de justement quelque chose qui dépend de l'expérience et du ratage, quoi. Oui, et c'est parce que objet A, c'est vraiment l'interprétation du sujet de l'autre. Oui, c'est ma façon d'interpréter le regard, le désir de l'autre, non? Moi, je pense que oui. Mais ce qui est essentiel dans ce que tu dis, c'est le temps de retard. Moi, ce que j'ai appris en écrivant ce livre-là, et en Italie, et c'est que l'essentiel, c'est dans le séminaire de l'angoisse, l'essentiel de l'objet A peut se résumer par ceci, que la non-autonomie du sujet. Il n'est pas autonome, le sujet. C'est l'essentiel. Oui.
Une autre phrase qui citait une collègue de l'école de la cause freudienne, Madeleine Bruce, pour ne pas la nommer, c'était de dire, au fond, l'idée de Lacan, c'est que le sujet est objet. Ce que veut dire par là, c'est que quand il y a la vision et le regard, n'est-ce pas? Pratiquement, la vision, ce que je vois, ce que j'interprète, tout ce que tu veux, ce n'est que déjà une sorte de refoulement, de répression de ce qui est l'objet A comme ce qui anticipe le sujet. Je veux dire par là que, imaginons que tout d'un coup, je suis surpris par une image, n'est-ce pas? Et je la vois finalement. Mais justement, ma vision est secondaire, bien après la surprise de ce regard-là qui m'est happe, quoi, pour lequel je suis happé et chopé. Tu comprends? Donc, oui. La vision, c'est un refoulement déjà. Mais est-ce qu'il est possible que l'interprétation peut être inconsciente? Donc, l'interprétation peut former l'objet inconsciemment pour l'être parlant, pour le sujet. C'est ça ma question. Moi, je pense que l'interprétation, comme tu dis, je dirais après, pourquoi ne pas dire, comme disent les psychiatres, la rationalisation de la chose, et quelque chose qui ressemble à ce que la psychanalyse appelle le fantasme. Et c'est pour ça qu'il y a un rapport étroit entre fantasme que je construis plus ou moins, pas complètement, évidemment, oui, et l'objet pulsionnel, l'objet A. Et ce sont deux choses bien différentes, quoi. Et donc, finalement, le fantasme, c'est le spectacle, le montage que je fais, mais qui est secondaire au fait que l'objet A, comme objet regard, etc., est là. Oui, donc pour toi, l'objet A crée le fantasme. Oui, oui, exactement. Oui, oui. C'est pas le fantasme qui produit la scène où l'objet A peut apparaître, non? Si, d'une certaine manière, oui. Si. Tu as raison. Les formules classiques des lacaniens, c'est le fantasme au cache, l'objet A, etc. Mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais on le répète tout le temps. Et donc, si tu veux, à un moment donné, par exemple, le cas Dora, le cas de Freud, il y a un symptôme, la toux, peu importe, tout ça. Et donc, Dora parle d'un fantasme de fellation sexuelle. Bon, d'accord, ça c'est le fantasme. Mais en fait, et Freud dit, l'essentiel, c'est l'objet oral, quoi, qui est impliqué dans ça. L'autre exemple que je donne dans mon livre là, c'est justement quelque chose d'intéressant qu'il y a entre les symptômes, la jalousie, et un fantasme au milieu de tout ça et l'objet regard en particulier. Et donc, je parle d'un cas, en situation patient, quoi, qui vient me voir avec une histoire de jalousie. Et les jalousies, c'est par rapport à une fille avec qui il sort, quoi, cet homme. Et il sort justement parce que c'est une femme légère qui couche avec d'autres. Ça le fait souffrir terriblement, mais il finit par avouer que c'est ça qui l'excite beaucoup. À tel point qu'au moment où il couche avec elle, il imagine en train de voir cette femme en train de se baiser par d'autres. Avec ces fantasmes-là, et dit par Jacques-Alain Miller, intéressant, quand il dit c'est le fantasme, on baise une femme. Ouais. Mais quel est l'intérêt de ça? C'est de dire qu'au fond, il reste comme étant un voyeur lui-même. Il est réduit à un œil qui regarde justement cette scène-là de ces femmes-là en train de se faire baiser par d'autres. Et ce qui est génial, c'est que c'est la même qui le fait bander, on dit exciter, bander, ouais. Et c'est la même qui le fait souffrir, quoi. La même chose qui le fait bander, à l'instant d'après, c'est déjà la souffrance et les symptômes de la jalousie. Oui, ça m'intéresse beaucoup parce que je pense que beaucoup de problèmes politiques, sociaux sont liés à ce schéma de fantasme où on est excité par le même biais qui lui fait peur. Produit la jalousie qui me fait peur, oui. Et pour moi, c'est
ou m'angoisse. Oui, Angoisse, oui, oui. Ouais. Et pour toi, je note que dans ton livre, l'angoisse est très important et le fait que l'objet art, on peut dire que Lacan introduit l'objet art dans l'expérience d'angoisse, oui. Et Oui. je dois focaliser seulement sur le fantasme pour un moment parce que je me demande si c'est possible de échapper ce dilemme, ce problème. Et le fait que la jalousie et la peur est exactement lié à l'excitation, la jouissance, en fait. Oui. Est-ce qu'il y a un échappement, une possibilité de sortir de ce problème? La question, c'est intéressant parce que, disons, cet homme-là, par exemple, il est comme ça dans cette fantasme, etc., par rapport à cette fille en particulier, voilà, contingence, ratage, expérience, ou tout simplement il est comme ça parce que c'est une trace amnésique d'Asding, et c'est depuis. Il est voyeuriste d'Asding par définition, ou il est devenu d'Asding parce qu'il a rencontré cette fille. C'est intéressant. Je peux dire que à partir du moment où elle dit à quelqu'un d'autre que c'est la même chose en fait qui le fait souffrir, qui l'excite, il y a quelque chose qui change en lui. Pour le cas en particulier, de manière un tout petit peu dangereuse, parce que ce qui se passe, c'est que le gars, l'homme, vient me voir aujourd'hui, il devait venir la semaine suivante, il ne vient pas, il vient la semaine d'après, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gars qui l'ont frappé, quoi. Et vraiment? Oui, parce qu'il est allé affronter des types dans la rue. Autrement dit, tous les hommes rivaux qui baisaient la femme, il les rencontre dans la rue, pour ainsi dire, n'est-ce pas? Il agit ce qui... Bon, c'est-à-dire que même dans ce qu'il a dit là en séance, tout ne peut pas être résorbé. Intégré dans le... Exactement, et il faut qu'il passe à l'acte, ce qui n'est pas rien quand même. Mais je pris de ses nouvelles par la suite, parce que d'après, il n'est plus venu me voir. Ah oui, ça va beaucoup mieux, je suis avec une copine. Bon, il a pu passer à autre chose, quoi. C'est-à-dire, c'est de faire de cette femme-là, qui était une femme légère, qui l'a fait souffrir finalement, et en même temps désirée. C'est un désir sexuel mêlé d'angoisse. Oui, mais ma question c'est, est-ce qu'il y a un désir qui n'est pas mêlé à l'angoisse? Je pense que non. Ce n'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Bien sûr, on peut tout à fait s'anesthésier, être avec un désir avec un partenaire, par exemple, avec qui c'est pas la passion, ça me convient et ça marche, et pourquoi pas, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose qui est lié à l'amour, effectivement, j'en parle un petit peu dans le livre, qui te met forcément dans une position de désirant avec tout le fantasme comme structure qui émerge, quoi. On parle de cure, en fait. Oui, de possibilité d'une cure. Oui, mais on parle d'une cure, mais après tout, Freud et même Lacan ne dit pas que la psychanalyse sert à faire ce que les autres font sans psychanalyse. Oui. Ça dépend, pas forcément la cure. On parle de la cure, mais ça peut être d'autres voies, créatives, peu importe, quoi. Oui, oui. Mais la différence entre passage à l'acte et l'acte psychanalytique, c'est grand, oui. C'est une grande différence entre les deux, oui. Oui. Donc, Lacan fait la différence, j'en parle aussi, entre acting out et passage à l'acte. Il dit que l'acting out, il garde une dépendance par rapport justement à ce regard de l'autre, justement, au regard de l'autre, alors que, au contraire, donc c'est dans la scène de l'autre, alors que le passage à l'acte, c'est le hors de la scène. Justement, il parle de la défenestration, par exemple, jeter par la fenêtre, sortir de la scène du monde, pour ainsi dire. Et donc, il y a une différence clinique importante. On peut dire que cet homme-là est dans l'acting out, dans ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Oui. L'acte analytique, c'est encore autre chose, mais ça garde un rapport avec cela, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose
de la contingence qui se produit dans son analyse par le fait du dispositif analytique lui-même et qu'elle peut changer quelque chose à la contingence, la transmnésie, tout ce que tu veux, quoi. Tu parles beaucoup dans tes livres de Lévi-Strauss et sa influence sur Lacan. Et ici, c'est intéressant que le concept de mana est pour toi... Le concept de mana, le mana... Ah, le mana, oui, le mana, oui. Oui. Et j'ai anglicisé. Oui, excuse-moi. Oui. Mais ce concept de mana, c'est pour toi, je pense, c'est en fait une prévue de l'objet A. On passe par ce concept de Lévi-Strauss à objet A de Lacan. C'est ça? Oui, ben c'est-à-dire que moi, je le mets en rapport avec avec l'inquiétante étrangeté, unheimlich, de Freud, quoi. C'est pour dire, dans cette notion de l'angoisse, il y a déjà quelque chose qui est en rapport avec quelque chose qui ressemble à l'objet A, on va dire. C'est pas tout à fait la même chose. Et c'est pour ça que l'idée de Lacan, l'idée que l'angoisse est sans objet, bah, il y a quelque chose de ça. Et donc, le mana, comme tu le sais, donc c'est quelque chose de Mauss qui est repris par Lévi-Strauss, et c'est pour dire qu'il fait l'équivalent de signifiant flottant. Ouais. Mais l'important, c'est pas seulement le mana, c'est le fait à quoi ça répond, le mana, n'est-ce pas? Et ça répond justement à quelque chose qui n'a pas de nom. Et c'est pour ça que l'exemple dit dans nos civilisations de mana, dit Lévi-Strauss, c'est qu'on dit en français machin, truc, stuff, quoi. Ouais. Thingamajig, right? Oui. Et donc, et donc c'est l'idée de dire quand quelque chose n'a pas de nom, il vaut mieux qu'il y ait un nom plutôt que rien, quoi. Et c'est ça qui met de l'ordre. Donc, je pense que c'est ça l'importance. Le mana, en fait, c'est fait de défense, on va dire, qu'on a par rapport à l'inquiétant. Oui, mais est-ce que je pense que tu dis qu'il y a le mana, c'est l'excès de signifiant sur le signifié. Mais tes exemples peut-être disent le contraire, parce que il me semble qu'on a beaucoup de signifiés et pas assez de signifiants, donc on invente trucs, machin, etc. C'est pas mal comme idée. Au fond, l'idée, c'est qu'effectivement, il y a l'idée de dire qu'il y a un excès de signifiants, bon, c'est un peu lacanien, quoi, au sens où le signifiant prévaut sur le signifié. Mais c'est vrai, il n'y a pas assez de choses pour nommer. Et c'est ça qui devient inquiétant. Et c'est ça que, si on revient au tableau de chemin 1 que je te montrais, c'est qu'il faut que quelque chose soit nommé précisément. Si cette chose n'est pas nommée, je réalisais là maintenant un truc, c'est un génial, parce que c'est Malinowski, c'est l'anthropologue Malinowski, et donc la notion de fonction fatigue de Jacobson, il apprend de lui. Et lui, il dit, et pour les Indiens, les tribus, c'est important de parler le blabla, quoi, en permanence. Et parce que ça rassure, ça crée du lien social, peu importe ce que l'on dit. Il y a un truc génial, hyper lacanien, il dit, parce qu'au fond, pour l'homme, le silence de l'autre est angoissant. C'est complètement lacanien. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que si l'autre ne dit rien, qu'est-ce qui apparaît? Enfin, son regard comme étant inquiétant, justement. Comme un peu trop de signifier, si j'ose dire, et pas assez de blabla. Signifier dans le silence de l'autre. Exactement. Oui. Exactement. Qu'est-ce qui a signifié dans ces silence-là? Bon, là, bien sûr, je parle de la psychanalyse, où l'analyste se tait, normalement, n'est-ce pas? Mais donc, ce silence-là, qui est à mi-chemin entre l'angoisse et quelque chose qui provoque l'acte analytique, qui est le lit de l'acte analytique, c'est ça qui est fondamental. Oui, et est-ce que peut-on dire que dans cette situation, le silence, c'est l'objet A,
le silence de l'autre, en fait, le silence, c'est la voix. Oui, le manque de parler, c'est l'objet A comme voix. Est-ce qu'on peut dire ça ou non? Bon, pourquoi pas, on peut dire ça, mais je veux dire, si l'autre est devant moi, par exemple, et il ne parle pas, il ne reste que son regard comme étant quelque chose d'inquiétant qu'il ne peut pas entourer des dits, je dirais même plus, de son désir comme tel. Si l'autre parle tant bien que mal, plus ou moins, il me dit quelque chose de son désir. Je peux le significantiser. S'il dit rien, c'est ça qui est problématique. Et c'est là où, encore une fois, objet A, que j'insiste sur le fait qu'il y a le regard, est là pour inquiéter les sujets, quoi. Oui, est-ce que tu connais la fin de Les Lumières de la Ville de Chaplin? Oui, on voit seulement son regard, mais parce que c'est un cinéma muet, il ne peut pas parler, donc, et on voit seulement son regard, sans voix, aucune voix. Et donc, c'est angoissant comme fin d'un film. Et je pense que c'est ça que tu en parles, cette situation quand on ne reçoit pas de feedback de l'autre, oui. Oui, c'est ça. Parce que finalement, ça pourrait être non-verbal. Si l'autre est assez expressif avec son regard, ça va. Il a la fonction mana est là, quoi. Mais s'il y a quelque chose du silence seulement, c'est ça qui est inquiétant. Oui, et est-ce qu'on peut parler de Winnicott? Parce que j'ai beaucoup d'amis, quelques amis, je dois dire, qui aiment Winnicott et trouvent que Winnicott a déjà inventé l'objet A avant l'invention de Lacan. Qu'est-ce que tu en dis? Bon, mais je pense que ça doit être vrai. Moi, je pars de l'idée, tu sais, que Lacan n'a rien inventé. Hein. Moi, j'aime bien dire ça. Je pense qu'il a redit des choses, mais à sa manière, que c'est assez génial, très génial, quoi. Et donc, oui, donc chez Winnicott, il y a ces deux éléments à différencier, phénomène transitionnel et objet transitionnel. Le phénomène transitionnel, c'est ce qui se passe entre le sujet et l'autre, précisément. L'objet transitionnel, c'est justement le carré qui vient là donner une forme, un attachement, à quelque chose de partageable, justement, oui, de partageable. Oui, mais qui n'appartient pas à l'un ni à l'autre. Oui, exactement, c'est ça l'idée. Donc, et qu'il puisse avoir dans cet espace transitionnel, voilà l'autre mot qu'il utilise, quelque chose qui n'est ni le sujet ni l'autre. Je pense que c'est très proche de ce que dit Lacan par l'objet A, y compris par rapport à l'objet pulsionnel, quoi. Oui. Et qu'est-ce que tu en penses des exemples de Lacan dans le séminaire 11 sur les 4 concepts fondamentaux? L'exemple de Petit-Jean et la boîte de sardines qui flotte dans l'océan. Et l'autre exemple, je pense que tu en parles un petit peu de le tableau de Holbein. Oui, je sais pas si je fais allusion, mais pas tant que ça. Oui. Mais c'est intéressant comment il y a quelque chose de bizarre qui n'est pas très clair selon si on modifie sa perception. C'est le schéma optique de Lacan en réalité. L'optique de Lacan, il dit, toi, si tu te positionnes cette position-là, là où il faut, tout va ton corps, il n'y a aucun problème. Mais si tu te modifies un tout petit peu, c'est une métaphore bien sûr, tu vois déjà ton corps troublé. Bon, morcelé, par exemple. Morcelé, oui. Voilà. Et donc, c'est ça qui. Donc, et il me semble que c'est intéressant, là, les Holbein, donc, parce que d'une certaine manière, on voit comment, quitte à que ce soit la tête des morts, l'important, c'est que tant bien que mal, il y a une signification à cela. Le pire, c'est la chose informe où il n'y a pas de signification. L'autre chose essentielle, séminaire 11 aussi, je crois, Lacan dit, et le rêve, c'est pur regard, pour vision, pas, c'est la vision, on voit tout le temps. Et tout va bien, tant bien que mal, un rêve. Mais les moments inquiétants du rêve, qui coïncident avec le réveil, sont que justement, la vision se fixe sur quelque chose qui te regarde, quoi.
ça peut être quelque chose comme un mur qui a des trucs bizarres, quoi. Donc tout va bien, tu vois, ta famille, patati patata, ta ville, il n'y a aucun problème. Et tout d'un coup, il y a quelque chose sous le mur qui est un peu étrange. Voilà où ça s'arrête. Voilà où la vision devient regard. Oui, parce que on voit en fait que je suis dans le tableau. Oui, pour Exactement. l'expérience du tableau de Holbein, c'est que quand je bouge, je vois qu'il y a quelque chose dans le tableau qui me voit. Oui, quelque chose qui me voit. C'est là où Merleau-Ponty, ça pourrait être intéressant, quoi. Parce Oui, je sais. Il explore ce voie-là. Puis c'est de dire qu'au fond, je crois regarder le tableau, mais en fait, je suis manipulé par les tableaux et je suis les tableaux où je suis regardé par les tableaux. Pourquoi ne pas dire ça? C'est ce que je disais à l'instant. Toi, tu vois des choses et tu penses que c'est toi l'auteur de ce que tu vois, mais en fait, les choses sont là avant que tu le regardes, que tu les vois. Oui, mais les choses ne sont pas juste là. Oui, ton désir est inclus dans les choses. Oui. Pour moi, c'est ça l'objet A, c'est que il n'y a pas juste un terrain fixe. Et limpide. Oui, ça. Et en fait, il y a quelque chose qui... Bien entendu. C'est pour ça que je donne l'exemple du rêve. Le rêve, c'est comme la personne. Ça va, il n'y a aucun problème. On fait un rêve, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas forcément mauvais. Mais c'est le moment où quelque chose devient bizarre, pas très clair. Oui, mais je dirais que c'est ça que Merleau-Ponty ne pense pas. Parce que pour lui, c'est plutôt un échange où... Entrez là. Oui, c'est ça. Entrez là. Oui. Et c'est, à mon avis, c'est la différence entre la phénoménologie et la analyse. Complément. Je dirais la dialectique, parce que je suis plutôt hegelien. Mais pour moi, la dialectique, la psychanalyse, il n'y a pas de deux champs opposés. Il y a une interaction entre les deux champs. Oui, et c'est la forme de l'interaction et l'objet. C'est le lien qui me met dans le tableau. Oui. Et je veux te demander si tu as dit que le contenu de la crâne dans le tableau d'Holbein, c'est pas important. C'est juste la forme qui est importante que la tâche dans le tableau. Pas ça peut être n'importe quoi. Pas nécessairement memento mori. Oui? Exactement. Bon, Lacan dit la mort, patati patata, la mort. Okay. Mais je pense que le crâne, c'est pas l'essentiel. Effectivement, même si Lacan en parle. La question, c'est quelque chose et je crois être complètement maître de ma vision face au tableau et pas du tout, que dalle, je suis plutôt manipulé par ça en quelque sorte. C'est là la question de la non-autonomie du sujet. C'est pour ça que c'est les tableaux d'un tableau. Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est que le non-autonomie du sujet, c'est pas nécessairement l'autonomie des choses. C'est une béance dans les choses, un manque dans les choses qui me cause. Je pense. Et c'est pour moi, c'est ça. Ce qui est génial, c'est Lacan. Il comprend ça, qu'il n'y a pas juste la causalité des choses qui m'affectent dans un certain sens, mais c'est ce qui est manquant, c'est les choses dans ce terrain, ça me cause. Et pour moi, c'est l'idée géniale. Là, Borges le dit très bien, il dit et c'est stupide, nous on tient tellement aux objets, mais les objets s'intéressent tellement peu à nous. C'est parfait. Donc, je voudrais aborder dans le séminaire 21, les noms du Père. Oui. Lacan dit quelque chose de très célèbre, parmi les lacaniens, je pense, pas parmi tout le monde. Mais il a dit l'objet A, c'était peut-être ce que j'avais inventé.
Et après notre conversation, je pense que tu dirais non, c'est pas ça, c'est quelqu'un d'autre qui l'a inventé ou peut-être il a découvert, il a nommé cet objet. Oui, absolument. Moi, je pense que il touche à quelque chose d'important qui est présent dans la philosophie, j'imagine, quand même, depuis Platon, quoi, à la limite, je sais pas, pourquoi pas. Et, et là, c'est intéressant parce que par rapport à ce que tu dis là, son invention, normalement, tu sais bien que j'ai l'idée que par rapport à Lévi-Strauss, c'est Lacan qui copie le génie, évidemment, pas l'inverse. Mais, et en fouillant dans le carton de la Bibliothèque nationale de fonds de Lévi-Strauss, je trouvais une petite carte comme un morceau de carte comme ça, un morceau écrit par Lévi-Strauss, où il dit, et au fond, et les systèmes s'interprètent les uns les autres, patati patata, mais il reste toujours un reste non résorbable. Et cette phrase-là se trouve dans un article qu'il écrit où il y a Lacan qui intervient. Donc, très probablement, il a copié Lacan, cette fois-ci. Normalement, c'est l'inverse. Oui, je pense, oui. Et je pense aussi que ce n'est pas un concept. Tu as dit que objet, ce n'est pas un concept du tout. Oui. Pour toi, c'est ni un objet, ni un concept. C'est quelque chose qui arrive entre les deux, entre concept, et objet. Oui. Oui, je copie un peu, je copie maintenant. Et Miller, par qu'il dit, c'est l'objet ou les concepts. Donc, il dit comme quelque chose que, si les concepts, quelque chose qui essaie d'englober, encompasse, et quelque chose, l'objet, c'est justement ce qui échappe à cela. N'est-ce pas? Oui. Donc, on ne peut pas dire. Je donne les exemples dans le livre et tout ça. Hein. Oui, je sais. Mais je passe maintenant à la question de Marx et la marchandise et la relation, le rapport entre l'objet et la marchandise et le nerf vert, le plus-value. Et je me demande si tu penses que Lacan a vraiment... Est-ce que Marx a inventé dans un certain sens une version d'objet A ou est-ce que Lacan a vraiment contribué quelque chose à l'analyse du capitalisme? Parce que je pense qu'il y a le séminaire très important, le 16, séminaire 16, où il découvre le plus de jouir et il met ça en relation avec le plus-value. Et donc, je te demande, quel est le rapport Lacan, Marx et les valeurs dans le système capitaliste? Oui, mais je ne sais pas si j'ai tous les éléments pour répondre à cette question-là. Il me semble que, comme dit Jean-Claude Milner, l'important, on ne comprend rien au capital si on ne voit pas une théorie des qualités. Au fond, c'est le système d'échange, quoi, et de la valeur d'échange. Et donc, c'est surprenant que les définitions de Marx du capital, et quand il dit une marchandise ne vaut qu'un rapport avec d'autres marchandises, ça a exactement la même définition de Lacan, le signifiant qui représente le sujet pour un autre signifiant, qui est un rapport ternaire, pas binaire, et ternaire. Oui. C'est très important pour Marx. Exactement. Donc, il y a les tables se mettent en rapport entre elles par la forme marchandise et par la valeur argent, quoi, comme médiator entre les deux, peu importe quoi. Donc, je pense que par ces biais-là, il y aurait beaucoup de choses à dire déjà entre Lacan et Marx et quant au signifiant, même sans l'objet A. La question qui se pose ensuite, c'est est-ce que ce rapport, la phrase géniale de Marx est la suivante. En français, c'est comme ça. Il en est de l'homme comme de la marchandise. C'est-à-dire que l'homme,
croit qu'éventuellement il manie des marchandises qu'il rachète, etc., mais lui-même est une marchandise qui se vend sur la place du travail avec le marché, en vendant sa force de travail. Et donc, l'homme ne le sait pas, bien sûr, mais lui, il réprimé. Réprimé. Exactement, réprimé. Oui. Et donc, c'est là, ces phrases géniales de Milner à nouveau, dans son livre qui s'appelle Le salaire de l'idéal, c'est cette force de travail qu'il vend et que même le plus juste des salaires ne pourra pas payer. Même si tu te payes 1 million par jour, ça serait ta vie. Exactement, exactement. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y a un reste non résorbable, comme dirait Lévi-Strauss, en copiant Lacan, qui explique le mécanisme du capital, des échanges, etc. Quoi. Bon, ce chapitre-là, c'est mon dernier chapitre, je l'ai un peu oublié. Il s'appelle La marchandise et l'objet A. Oui. Donc, j'invite aux gens à le lire éventuellement. Je vais le relire aussi pour me rappeler des choses importantes. Non, j'aime l'idée que tu as fini avec ce lien entre Lacan et Marx. Et c'est tellement... il y a beaucoup des idées dans ce chapitre, mais il reste quelque chose que... Je pense que personne n'a jamais écrit le lien vraiment entre les deux et l'importance. C'est pas facile, hein? Oui, c'est pas facile, en fait, oui. Je pense à Slavoj et à beaucoup d'autres, mais j'ai pas trouvé un livre, un essai qui a exactement compris ce que la psychanalyse a ajouté à l'analyse marxiste. Et tu sais que dans les années 90, je suis arrivé à Paris pour faire un doctorat sur le fétiche, justement à cause du fétiche de la marchandise, quoi. Et je voulais faire ça. Je n'ai pas pu, mais bon, c'était mon idée. Oui, et tu parles aussi c'est une idée très proche pour moi, la relation entre le fétichisme de Freud et le fétichisme de Marx. Pour moi, les deux se mêlent. Parce mais il faut lire. Bah, tu dis qu'on n'a pas écrit des choses pertinentes, mais je pense que Milner, à nouveau, Jean-Claude Milner, dans le triple du plaisir, il écrit quelque chose de fondamental. Il dit que précisément, il y a un fétichisme. C'est-à-dire que il décrit le bourgeois comme le fétichisme polymorphe, quoi, au sens où le bourgeois, il est dans le monde du plaisir marchand et que il y a une équivalence entre la marchandise et la sexualité comme telle, quoi. Je pense que c'est un livre qu'il faut lire, Le triple du plaisir. Triple du plaisir. Pas traduit en anglais. Il est petit. Oui, c'est très petit. Très dense. Oui, mais est-ce que je pense que Freud il a lu Marx, mais je pense que quand il a découvert le fétichisme, il fait aucune référence à Marx. Non. Aucune. Oui. Mais je pense qu'il y a un rapport direct, quoi, entre la forme marchandise. Milner dit qu'il faut faire la différence entre la marchandise et la forme marchandise, c'est-à-dire la marchandise comme signifiant. Il y a une différence entre la marchandise comme signifiant et le corps comme sexualisé et marchandisé, justement, et qui n'a pas un accès direct à l'autre, mais à ses qualités, précisément. Mais on le rate toujours comme tel objet A. Oui. Je veux finir avec cette question, en fait, et le rapport Marx-Lacan et le capitalisme. Est-ce que tu penses quel est le rapport entre la psychanalyse et le capitalisme? Est-ce qu'on peut avoir une psychanalyse sans capitalisme ou Moi, je pense qu'on remplit beaucoup de pages à parler de ça
la psychanalyse pourrait exister finalement sans capitalisme. Mais le problème, c'est que le capitalisme est tellement enraciné qu'on ne sait plus ce que c'est que d'être sans capitalisme. Donc, pratiquement, il faut refaire l'histoire à nouveau. Et moi, je pense qu'il n'y a aucune difficulté. On peut imaginer s'il n'y avait pas, à l'époque où il n'y avait pas de capitalisme, quelque chose qui ressemble au fait de dire psychanalytique, des actes psychanalytiques chez les Chinois, j'en sais rien, quoi. On peut imaginer, pourquoi pas. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait un rapport étroit. Qu'on doive payer la séance, Ouais. et on critique la psychanalyse avec ça, c'est une connerie totale, parce que ça, c'est encore pire que payer la séance. Ça coûte combien de séances, quoi, n'est-ce pas? Et pourtant, tout le monde claque son argent. Oui, aucun problème. Je l'achète. Il t'achète le suivant qui ça sert à rien, c'est exactement le même. Et donc, l'argument de l'argent, ça ne vaut pas. Exactement. Pour critiquer la psychanalyse. Et as-tu un dernier mot sur l'objet A et l'importance d'objet A dans la pensée de Lacan? Est-ce que tu dirais que c'est l'idée le plus important de Lacan? Ou non, c'est jouissance, c'est pulsion, c'est pulsion de mort, c'est le sujet du désir, ou c'est l'objet A, à ton Moi, avis? je pense qu'une chose n'exclut pas l'autre. La notion de jouissance est importante quand même. Pourquoi? Parce que l'idée, pour dire, qu'est-ce que ça veut dire jouissance, on ne sait pas. Bon, l'exemple concret, c'est les gars qui bandent avec la fille et qui en même temps souffrent de ça. C'est ça la jouissance. Okay? Ouais. C'est les deux, pas une seule, les deux. Donc, c'est un mélange de libido et pulsion de mort, on va dire, n'est-ce pas? La preuve, c'est que finalement, on finit par le taper dans la rue. Donc, c'est une métaphore. Bon. Donc, je pense que la question de la jouissance, dans ce sens-là, est capitale. Et même, qui sait s'il n'y a pas même des corrélats biologiques à ça? Pourquoi pas? Après tout, les biologistes pourraient nous surprendre et nous dire qu'il y a quelque part une espèce de pulsion de mort. Pourquoi pas? N'est-ce pas bon? Donc, une espèce de biologie lacanienne, on va dire. Bon. Donc, et voilà. Donc, je pense que la notion de jouissance, qui n'est pas en contradiction avec l'objet A. Oui. C'est incontournable, je pense. Il y a une pertinence de la psychanalyse par rapport à ça, c'est clair, à mon avis. Donc, on peut dire que toutes les idées de Lacan se trouvent dans un même... Moi, je pense beaucoup. Oui. Beaucoup. Donc, merci beaucoup, Juan Pablo. C'était génial. Merci. OK. Merci beaucoup. Hein.